pas, deux, un pas, deux. Allez, on garde le rythme, on y va. C'est putain de dangereux d'aller là-haut. It's moving. Putain. I'm sure you will be faster than me. Imaginez un monde où chaque décision peut vous coûter la vie, où le manque d'air vous consume le corps et l'esprit, où les femmes sont aussi rares que l'oxygène. Et pourtant, l'une d'elles nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de « Le féminisme, c'est pas un truc de fille ». Sophie Lavaux, himalayiste et conférencière, une femme ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. 3 cultures, suisse, française, canadienne et plusieurs vies. Les chaussons de danseuse d'abord, les talons de la femme d'affaires ensuite, puis les crampons de l'alpiniste. À 40 ans, l'ascension du Mont Blanc devient le premier pas d'un projet fou. Gravir, entouré de son équipe, les 14 sommets les plus hauts de la planète. Avalanches, tremblements de terre, deuil personnel, des expéditions arrêtées à quelques mètres du sommet. Et pourtant, déterminée, Sophie Lavaux poursuit sa route, avec rigueur, sang-froid et le plaisir comme moteur. En 2023, elle devient la première Suissesse, le premier Canadien et le premier Français à atteindre le sommet de tous les 8000 mètres de la Terre. Aventure qu'elle raconte dans un film, puis dans un livre, tous deux réalisés en collaboration avec François Damilano. En 2025, pour les 75 ans de la première ascension de l'Annapurna 1, elle signe un nouvel exploit avec son compagnon de cordée, Dawa Sangay Sherpa, devenir la première Suissesse à atteindre l'Annapurna 4. Expédition au cours de laquelle elle collecte aussi des échantillons de neige pour sensibiliser le public à l'état des glaciers. Alors prenez une grande inspiration. On monte en altitude pour côtoyer la zone de la mort et découvrir la force d'une femme qui transforme la montagne en symbole de possible. Parce que oui, être femme dans l'himalayisme, c'est déjà un sommet en soi. Bonjour et bienvenue Sophie Lavaux. Bonjour. On vous a demandé d'apporter un objet aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer et nous le décrire ? L'objet que j'ai emmené, en fait, il y en a plusieurs. Et puis, pour être très précis, il y en a 14. Donc, ce sont mes 14 bracelets ici, qui symbolisent évidemment les 14 8000. Et c'est une jolie histoire, en fait. C'est sur la première expédition, quand je pars en 2012. J'ai une amie colombienne qui m'offre un bracelet qui venait des montagnes de Colombie et qui est un signe de protection. Et elle tenait absolument à ce que je porte ce bracelet sur cette première expédition. Et puis, ensuite, au Tibet, il y a un vieux Tibétain qui m'a offert un bracelet en turquoise, qui est celui-là, juste avant l'ascension de l'Everest. Et comme ça, de fil en aiguille, je suis rentrée dans cette collection de bracelets en achetant le bracelet avant les expéditions. Et quand j'ai réussi, je l'ai gardé. Et puis, quand je n'avais pas réussi le sommet, je l'ai offert à une amie. C'est magnifique, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 dates clés ou 3 moments clés ? Plutôt des moments charnières, j'aurais envie d'évoquer, parce que sinon, il y a quand même pas mal de moments qu'on pourrait évoquer, mais il y a des moments et des clés charnières. J'aurais presque envie qui n'est pas le moment le plus drôle, mais le décès de mon père en l'an 2000. Donc mon papa est décédé jeune. Et en fait, c'est une forme de prise de conscience que le temps n'est pas éternel, que les rêves, il ne faut pas les garder dans la tête, que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et c'est vraiment cette leçon de vie que j'ai eue du décès précoce de mon père. Et ce qui fait que j'enchaîne après ça vraiment avec le début de l'alpinisme, parce que c'est un ami qui m'a emmenée en montagne. On a une culture montagne dans la famille parce on avait un appartement dans la vallée de Chamonix quand on était enfant, mais il n'y a pas d'alpiniste. Donc c'est des amis qui m'ont amenée à porter des crampons et un piolet pour la première fois. Et j'évoque souvent, donc on peut citer ça comme deuxième date, qui est 2004, avec l'ascension du Mont Blanc, sur un pari.
avec un copain qui était malade, qui rêvait de gravir ce Mont Blanc. Et on y est arrivé. Et je pense que c'est vraiment aussi un facteur déclenchant pour moi. Bah, tout simplement parce que j'ai aimé être là-haut. Et puis je me suis dit que tiens, ce serait sympa de continuer d'aller toujours un petit peu plus haut. Et finalement, c'est ça le moteur de toute cette grande histoire. Parce que petit à petit, j'ai toujours aimé aller toujours un petit peu plus haut. Et c'est un bon prétexte pour voyager, parce qu'après le Mont Blanc, il faut aller ailleurs. Donc, 5000 mètres, après 6000 et 7000, etc. Et puis, dans cette grande quête d'altitude, si on doit citer une troisième date, c'est 2014 avec l'ascension de l'Everest, qui est la fin de cette quête d'altitude, mais qui n'est pas forcément la fin de l'himalayisme, bien au contraire. Mais c'est vrai que avoir les deux pieds sur le point culminant de la planète, ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Tout à fait. Et pour comprendre la femme que vous êtes devenue en altitude, on aimerait retourner aux bases, à l'enfance, les modèles, l'éducation. Et quels éléments dans votre enfance vous ont donné cette liberté d'oser comme ça ? Probablement l'éducation qu'on a eue de nos parents avec mon frère, qui était une éducation effectivement assez libre. Et c'est vrai que le moteur des passions, finalement, est un vrai moteur de vie. Et ma maman, quand on habitait en Italie, à Milan, m'a emmenée dans un cours de danse classique. Et j'ai croché à cette discipline très très jeune. Et c'est une discipline qui m'a accompagnée toute mon enfance. Je pouvais avoir 42 fièvres, je voulais pas aller à l'école, mais je voulais aller à la danse. Donc c'était vraiment... Et donc je suis allée jusqu'à un niveau de pratiquement professionnel, avec 15 heures de danse par semaine, et avec l'école, parce que mon père n'a pas voulu que j'arrête l'école, et il a bien fait, parce que après, il y a eu des complications physiques qui ont fait que j'ai dû arrêter la danse. Mais voilà, c'est une discipline, et donc on avait le droit de faire un petit peu comme ça, comme on voulait. Et ça forge à la fois le physique, le mental, la discipline. Je pense que cet univers de ballet est un univers très très formateur, et avec beaucoup de rigueur. Oui, ça vous a donné la persévérance. Ouais. Est-ce que vous aviez des modèles ou des figures inspirantes quand vous grandissiez, des femmes qui vous inspiraient ? Alors, c'était pas forcément des femmes, mais c'était mon modèle, enfin mon idole, c'était George Donne, évidemment, icône du ballet de Béjart. Et j'avais des posters de George Donne dans ma chambre de partout. Et c'est vrai que quand j'ai dû arrêter de danser, j'ai mis des années et des années à retourner voir un ballet. Et c'est notamment une amie qui m'a offert un billet pour aller voir Béjart. Et j'ai dit, bon, allez, j'y retourne. Je pars du principe que toute seule en Himalaya, je fais rien. J'ai besoin d'une super équipe de porteurs qui viennent nous amener tout notre matériel ici. J'ai besoin d'un bon cuisinier qui va me faire bien à manger, parce que si je suis malade, je vais aller nulle part. J'ai besoin d'une infrastructure pour avoir des tentes confortables pour dormir, pour pouvoir être en forme pour monter. J'ai besoin d'avoir confiance en Sangay. Donc c'est tout ça. Pour la prochaine section, on aimerait aider nos auditeuristes à se mettre dans le quotidien d'une himalayiste. Donc, on vous demande des réponses qui sont courtes et instinctives. OK ? Les 3 qualités indispensables d'une himalayiste. Patience, rigueur, abnégation. Atteindre le sommet, accomplissement individuel ou collectif ? Collectif. Votre équipe, qui et combien ? Ça change sur chaque sommet. C'est vraiment... mais un compagnon d'altitude qui est Dawa Sangay Sherpa, avec qui j'ai partagé 12 de ces grandes expéditions.
Une expédition, ça dure combien de temps? Quelles sont les différentes phases? Une expédition classique pour un 8000, il faut compter 2 mois, alors qu'il faut compter 2 jours pour un Mont Blanc. Combien ça coûte? Cher, mais tout est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend une activité comme la voile, on est finalement dans des budgets très très raisonnables. Un camp de base, ça ressemble à quoi? Un petit village de tentes éphémères, un lieu de vie, un lieu de repos, un lieu de décision de stratégie d'ascension, mais c'est le lieu de vie pour toute une expédition. Manger, c'est vital. Quel est le menu là-haut? Alors ça dépend à quelle altitude, parce que plus on monte, moins on mange. Mais quand le corps est acclimaté, au camp de base, on mange à peu près normalement, j'ai envie de dire. Et les températures, à quoi vous faites face? Alors, vous imaginez votre congélateur et vous pouvez considérer qu'à peu près tous les soirs, vous allez vous coucher dans votre congélateur. Ça va vous donner une idée. Qu'est-ce que cette vie dans l'Himalaya vous a appris sur vous? À la fois beaucoup de choses et finalement cette capacité à réussir. Alors que je m'en sentais absolument pas capable. Donc, c'est finalement beaucoup de satisfaction. Vous arrivez dans un univers qui est très exigeant et qui est même plutôt fermé, le milieu de l'alpinisme. Il y a des codes et toute une hiérarchie dans ce monde-là. Alors comment est-ce qu'on fait sa place quand on commence? Oui et non, dans le sens où effectivement l'alpinisme est quand même une discipline assez masculine, mais il y a beaucoup de femmes. En revanche, je dis souvent moi en conférence que l'himalayisme et la très haute altitude, c'est un peu comme la hiérarchie dans les entreprises. Plus on monte, moins il y a de femmes. Et ça, c'est pour le coup, ça c'est vrai. Mais le fait d'être justement peu de femmes, on est plutôt bien accueillis. Et pendant toutes les premières années, j'étais vraiment en général la seule femme dans les expéditions. Et ça leur fait du bien à ces messieurs d'avoir une petite touche féminine dans leur entourage. Je pense que c'est... voilà, avec peut-être un petit traitement de faveur justement sur les camps de base où on est bien accueilli, bien traité. Après, sur la montagne en elle-même, on est un membre d'expédition et on grimpe, on est un petit peu comme tout le monde. Il faut accepter cette promiscuité dans les tentes, il faut accepter de mettre sa féminité de côté, parce que c'est rude. Ces camps de base, cette vie, c'est rude. Si on arrive à prendre 3 douches peut-être dans une expédition, c'est déjà un luxe. Enfin, c'est un petit peu ça, cet univers. Mais avec les années, ça a changé. Et il y a de plus en plus quand même de femmes qui accèdent à ces camps de base. Ça donne de l'espoir, alors c'est bien. Vous êtes passé de l'entreprise à une carrière d'himalayiste. Est-ce qu'il y a certaines choses de votre vie d'avant qui vous ont aidé à opérer un peu cette bascule entre les deux? Oui, bien sûr. Le fait de savoir gérer une entreprise, même en tant qu'himalayiste, c'est ma petite entreprise où il faut monter des dossiers, il faut trouver le financement, il faut gérer les contreparties des sponsors, il faut anticiper la communication, il faut gérer les réseaux sociaux, donc c'est une entreprise en tant que telle. Et c'est la difficulté d'être seul à gérer tout ça, sachant qu'il ne faut jamais perdre de vue l'objectif final.
et qui est donc la préparation de l'expédition suivante, et d'un point de vue physique, mental et financier, parce que sans les sous, on n'ira nulle part. Et vous dites que vous avez connu le sentiment d'imposture, que vous ne vous sentiez pas toujours capable, jusqu'au sommet du K2 finalement, qui a été déterminant pour lever un peu ces doutes. Et qu'est-ce qui, dans ce sommet, vous a aidé à vous sentir à votre place parmi les Himalayistes ? C'est vrai que de ne pas venir du sérail fait que on a un petit peu ce ressenti d'illégitimité et c'est pour ça que dans cette progression, d'abord j'ai pensé que j'en étais pas capable. Donc j'ai dit je vais vraiment y aller un sommet après l'autre et puis après on verra. Et puis pendant longtemps j'ai gardé le grand projet pour moi. Je l'avais partagé avec certains partenaires quand même, parce qu'il faut avoir une vision dans un projet quand on présente quelque chose. Et c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline. Et effectivement, le K2 reste la montagne. Si je refais le classement des difficultés, c'est quand même celle qui revient toujours en haut de la liste. Et aussi par les récits, de par ce qu'on entend, mais c'est vrai que c'est une montagne qui cumule vraiment tous les superlatifs, quoi. C'est loin, c'est très très loin. Il faut 10 jours de marche pour arriver au pied de la montagne. Il faut remonter ce grand glacier du Baltoro qui fait quand même 65 km. C'est le deuxième sommet le plus haut de la Terre. C'est très très haut, c'est 8611 mètres. C'est technique, c'est engagé, c'est dangereux. Donc c'est vrai que le jour où j'ai dit tiens, je vais aller au K2, à la fois c'est attirant parce que c'est une montagne qui est absolument sublime et haute, puis en même temps ça fait peur. Donc c'est vrai que alors j'y vais d'abord une première fois en 2016 avec François Damilano et pour notre deuxième film et ensemble. Et on a une énorme avalanche qui a balayé notre camp 3 à plus de 7300 mètres, où on avait entreposé tout notre matériel pour tenter ce qu'on appelle le summit push, donc la partie sommitale de l'ascension. Et donc on a tout perdu. Et donc on s'est trouvé vraiment dans l'incapacité de continuer. Donc voilà, c'est un échec. Oui et non, parce que le fait d'être là pour le raconter, pour moi, c'est finalement pas un échec. Et parce que le but du jeu, c'est quand même de rester en vie. Et voilà, et quand j'y retourne en 2018, là vraiment, il y a déjà, je sais à quoi je m'attends. Donc, on avait déjà... et ça donne un sentiment de plus de légitimité et puis de savoir qu'on est capable, en fait. Et justement, est-ce que votre légitimité, elle a déjà été contestée parce que vous étiez une femme dans ce milieu ? Non, pas plus que ça. La légitimité, elle se forge finalement, hein. Donc, et puis, de nouveau, à la base, j'ai pas été dans cette quête de sommet pour aller décrocher un record. C'était pas ça mon moteur. Et ça l'a jamais été, en fait. Donc, dès l'instant où on n'est pas dans cette logique de vouloir absolument faire un record ou être une première ou avoir un chrono XY, etc., c'est plus vraiment une quête personnelle. Donc finalement, moi, je suis restée dans la ligne de mon fonctionnement, pour autant que dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est quand même ça qui peut
vraiment asseoir une légitimité, en fait. Et puis dans Lady 8000, si je dis pas de bêtises, c'est une expédition 100% féminine sur le Dhaulagiri, non? Oui, Donc on s'est dit que ça nous donnait de l'espoir un peu pour les femmes en montagne, en tout cas. ouais, c'est sûr que. Alors, au fil des années, il y a quand même, il y a eu de plus en plus de femmes que j'ai vues arriver sur ces camps de base. Et là, pour cette expédition au Dhaulagiri en 2021, c'est en fait partie de la réalisatrice, parce que la réalisatrice était une femme, Lisa Rösli. La deuxième caméra était une femme, Caroline Fink. Et moi, en tant que femme, je me suis dit, on est déjà 3 sur une expé, donc c'est déjà assez rare. Donc j'ai fait un peu le tam-tam et j'ai demandé à toutes les grimpeuses que je connaissais si elles voulaient se joindre à cette expédition. Et ça a été du Mexique, la Tchéquie, le Japon, la Chine, le Népal, bien sûr, et la Suisse, le Kosovo. Donc, elles ont toutes répondu présent. Et on a fait effectivement cette expédition 100% féminine avec un slogan qui était « Women Who Dare ». Et pas dans le sens « Dare », on ose, on est forte et autres. C'était vraiment le oser dans le sens... allez, j'ose, on essaye, on y va. C'est un message d'engagement et d'inspiration pour les autres femmes. Oui, d'espoir. Ouais. Et j'avoue que d'avoir une tablée que de femmes sur le camp de base, c'était finalement super sympa. Ça nous amène à parler un peu plus directement effectivement du genre en altitude. On parle beaucoup des pionniers, c'est des noms qui résonnent dans ces milieux, Maurice Herzog, Louis Lachenal et Edmund Hillary. Mais quelles sont ou qui sont les pionnières ? Ah, les pionnières, il y en a. Il y avait la première expédition au Choyu avec... voilà, il suffit que je cherche le nom pour que ça ne vienne pas. Claude Cogan. Et il y en a eu, il y a eu vraiment des femmes. D'ailleurs, il faut demander à Lisa Rösli parce qu'elle est en train de faire un film justement sur les premières en Himalaya. Après, moi, j'ai beaucoup aimé et une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui est encore contemporaine en revanche, mais qui s'appelle Nives Meroy. Nives Meroy, elle est italienne. Elle aurait dû être la première femme à avoir gravi les 14 8000. Et sauf qu'elle a gravi tous ces sommets avec son mari. Et c'est en 2014, je crois. Je ne sais plus exactement quelle année. Toujours est-il que son mari, sur les pentes du Kanchenjunga, est tombé. Enfin, ils n'ont pas réussi. Il était malade, il n'était pas bien. Et quand ils sont rentrés en Italie, il s'est avéré qu'il avait un cancer. Et elle est, plutôt que de repartir seule pour décrocher le record, parce qu'elle était vraiment à bout touchant, elle est restée auprès de son mari, qui a été soigné pendant 4 ans. Et ils sont repartis après, et ils ont terminé ensemble le projet initié. Et donc, je trouve que c'est une très, très belle histoire d'amour. Et entre-temps, donc, il y a Edurne Passaban et Gerlinde Kalterbrunner qui ont terminé leurs 14. Mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire de Nives et Romano. C'est touchant. Est-ce que vous évoquiez un peu plus tôt les grandes tablées de femmes, enfin celles que vous étiez en tout cas dans cette fameuse expédition, mais qu'on se rende un peu compte dans un camp de base, c'est combien d'hommes pour combien de femmes environ ? Oh, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est 1 pour 10 probablement, on aurait dans ces proportions-là. Même si justement ces dernières années il y a eu quand même une belle vague de femmes, et sur ma dernière expédition, donc en 2023 au
au Nanga Parbat, je pense qu'il y avait plus de femmes sur le camp de base que d'hommes. Mais c'est vraiment une exception, un concours de circonstances. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y avait 3 femmes pakistanaises. Et c'est vraiment la première fois que j'ai vu des Pakistanaises vraiment engagées. Alors, ce sont des femmes pakistanaises qui vivent à l'étranger, qui ont un statut social assez particulier pour le Pakistan, mais qui deviennent aujourd'hui des vraies porte-parole des femmes sur les réseaux. Elles sont très actives et je trouve que c'est vraiment un message positif qu'il faut souligner parce que c'est pas toujours le cas. Mhm. Et puis entre femmes, Laos, on est plutôt solidaire ou c'est plutôt de la rivalité quel rapport? Non, alors c'est très solidaire même avec les hommes. Ce qu'il faut, enfin, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que l'alpinisme ou l'himalayisme, c'est pas une discipline olympique. Donc c'est pas une discipline de record. C'est pas, il n'y a pas de fédération qui impose des règles. Et on est dans un univers hostile. Donc la priorité reste quand même la survie et l'entraide. Alors, il y a quelques exceptions et on tend aujourd'hui à aller de plus en plus vers des records, mais ça, c'est la société qui veut ça, où il faut faire des premières. Donc, dès l'instant où on veut faire une première, il faut aller soit sur le terrain d'une première, d'un record, d'un itinéraire ou d'un temps ou de ce genre de choses. Mais sinon, l'esprit de l'alpinisme en général reste un esprit de compagnonnage, d'entraide et c'est vraiment ça que je retiendrai en tout cas. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réalités corporelles en tant que femme là-haut, par exemple? On se demandait comment on gère aussi son cycle menstruel ou l'hygiène, ce dont vous parliez un peu plus tôt. Le corps, il est malin. Il sait que c'est pas le moment. Exactement. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est vrai. Je pense qu'il a tellement de choses à gérer quand on est en très très haute altitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un univers vraiment très très particulier. Hein. Donc on est, ça c'est spécifique à l'himalayisme et qui est conjoint à la très haute altitude. Donc on parle d'altitude au-dessus de 7000, 8000, 8000 mètres. Le synonyme des 8000 mètres, on parle de zone de mort. Donc ça veut dire qu'on est dans un univers où on n'est pas en capacité de survivre. Donc on en fait de brèves incursions et on en essaye de redescendre le plus rapidement possible pour survivre. Donc donc on est avec un taux d'oxygène très très bas, donc c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Au sommet de l'Everest, il y a moins de 20% d'oxygène. Hein. Donc tout le fonctionnement du corps est complètement altéré, même la capacité de réflexion. Et donc il y a beaucoup d'accidents qui sont dus à ce manque d'oxygène, à des mauvaises décisions, à la lenteur de progression, parce que justement on ne peut pas évoluer de façon normale et donc le corps il va se concentrer essentiellement sur les organes vitaux pour simplifier et il va délaisser à peu près tout le reste. Donc on est en gros on n'est pas trop embêté. mais justement il faut gérer ses extrémités, donc le froid, avec le manque d'oxygène, le sang épaissit, donc il va circuler moins bien. Donc ma grande préoccupation sur toutes ces années, ça a été de la gestion du froid pour éviter les gelures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 10 orteils. J'ai jamais été blessée, j'ai jamais été évacuée, donc ça je suis quand même très très fière de ça. Et
Et on évoque souvent les réussites personnelles dans le milieu de la montagne, mais vous avez à cœur de rappeler que derrière chaque himalayiste, il y a aussi toute une équipe. Les cuisiniers, les caméramans, le contact météo aussi qui est important, et bien sûr les Sherpas. Quand on évoque votre leadership, vous rétorquez souvent followership. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce concept un petit peu ? Oui, alors c'est une thématique que j'aborde beaucoup en conférence en entreprise parce que je pars du principe que seul en Himalaya, je vais nulle part. Hein, et je pense qu'un leader d'entreprise, pareil, seul, sans ses équipes, il va pas aller bien loin non plus. Et le followership, qui est en fait ce qu'on peut aussi appeler l'éloge du savoir-suivre, est une façon de revaloriser les équipes. Et c'est vrai que vous évoquez le cuisinier, par exemple. Le cuisinier, il fait partie intégrante de la réussite de l'expédition. S'il ne nous fait pas bien à manger, il n'y a personne qui va aller au sommet. Yann Gizendaner, qui est mon météorologue, qui lui est basé à Chamonix, hein, il est dans son salon et derrière ses écrans, et puis il m'envoie les bulletins météo. C'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui nous donne le go pour partir là-haut, pour nous envoyer dans la zone de mort. Donc c'est quand même une énorme responsabilité. Et c'est là où moi, je me plais à dire que je ne fais que suivre sa prévision météo. Alors évidemment, c'est des décisions conjointes. Je vais évidemment participer à la décision et c'est quand même moi qui mets un pied devant l'autre et qui vais là-haut. Mais voilà, c'est pour donner un univers et revaloriser les équipes. Et évidemment, donc, on ne peut pas évoquer ces expéditions en Himalaya sans parler des Sherpas, qui sont vraiment les piliers de ces grandes expéditions, avec l'équipe de tête en général qui va ouvrir la voie. Et après, donc, la spécificité de l'himalayisme, c'est qu'on grimpe en binôme, et un grimpeur, un Sherpa. Et donc, moi, j'ai rencontré Dawa Sangye Sherpa sur les pentes du K2 en 2018. Et en redescendant du K2, il est venu me voir et il m'a dit « Ah, Didi, ça veut dire grande sœur en népali. Si tu cherches un Sherpa pour continuer la suite du projet, j'aimerais travailler avec toi. » Et j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà, c'est une démarche proactive qui est très rare dans la culture Sherpa, qui est plutôt une culture et des comportements un peu très low profile et pas soumis, mais quand même, c'est un peu cette façade asiatique. Et je lui ai dit, OK, on essaye. Et donc, on a fait 12 expéditions, on a réussi 7 de ces grands sommets ensemble. Et voilà, et c'est vraiment un gage de sécurité aussi. Bien se connaître, connaître les réactions, juste toujours en parlant, en s'imaginant en très haute altitude, parce que les pathologies qui peuvent découler de cette hypoxie, c'est des œdèmes pulmonaires ou l'œdème cérébral. Et l'œdème cérébral, c'est très très insidieux, on ne sait pas comment on va réagir. Donc si on connaît bien son partenaire, on va comprendre assez vite qu'il y a quelque chose qui cloche et permettre de redescendre pour éviter les accidents. Donc, et puis, comme on y passe beaucoup de temps sur ces montagnes et autres, autant être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec une belle complicité. Et c'est... Voilà, on revient quand même aux fondamentaux, qui est le plaisir de grimper. Et même si on est dans cet univers hyper hostile et difficile, il y a quand même beaucoup de joie et de bonheur partagé. Il faut beaucoup de confiance aussi. Ouais. Et les femmes Sherpa, on n'en parle pas beaucoup. Pasang Lamou Sherpa, c'est la première népalaise à avoir atteint le sommet de l'Everest en 2000. Et de ce qu'on a lu, ça a l'air quand même de bouger un peu aussi à ce niveau-là. Elles ont l'air de s'émanciper un peu plus des foyers et de prendre cette occasion de la montagne justement pour faire autre chose. Vous en voyez
des femmes Sherpas sur les expéditions aussi? Alors, on voit de plus en plus de Népalaises. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Sherpas, c'est une caste. OK. Donc, et c'est la caste qui. Les Sherpas vivent dans le contrefort de l'Himalaya et sont les premières personnes qui ont été embauchées dans les années 50-60 sur les grandes conquêtes himalayennes, parce que c'était le peuple qui était à proximité des montagnes et qui ont aidé au portage, etc. Et donc le nom de famille, parce que si je prends l'exemple de Sangay, il s'appelle Dawa Sangay, c'est son prénom, Sherpa, c'est son nom de famille. Sur son passeport, c'est Monsieur Sherpa. Et donc le nom de famille est devenu le nom du job. D'accord. Donc ça c'est déjà un point. Et c'est la seule ethnie, pour simplifier, qui est bouddhiste au Népal, alors que tout le reste du Népal est hindouiste. Et donc forcément, les femmes, les Sherpani, on appelle ça les Sherpani, ont été les femmes les plus proches des montagnes, et l'émancipation de certaines a fait qu'elles ont voulu aussi grimper. Mais elles ne travaillent pas sur les camps de base. Ça, il n'y a pas de femmes qui travaillent sur la montagne, mais elles ont accédé à l'ascension. Alors, si on parle de Pasang Lamu, elle était mariée à Sonam Sherpa, qui a monté une grosse agence et qui est aujourd'hui un des leaders des grosses agences touristiques népalaises. Et malheureusement, elle est morte à la descente. Mais elle est devenue l'icône des femmes Sherpani. Et il y a d'ailleurs une statue dans le quartier bouddhiste de Katmandou. Et après, il y a eu quand même quelques années avant que d'autres femmes osent grimper. Mais aujourd'hui, il y a tout que je connais très bien, il y a toute une petite communauté de femmes, mais qui ont dû vraiment s'émanciper, parce qu'on est quand même dans une société macho, où la femme doit être à la maison, il y a des codes, même si les femmes travaillent au Népal, ça a mis quand même beaucoup de temps avant qu'elles arrivent, et elles ont dû vraiment pousser des coudes pour oser partir sur ces grandes montagnes. Et aujourd'hui, il y a une femme, donc Dawa Yangzum Sherpa, qui est non seulement qui a réussi les 14-8000, mais qui est guide de haute montagne certifiée. Donc elle a passé le diplôme, donc elle a dû aussi aller, parce qu'il y a la possibilité de passer le diplôme de guide de haute montagne au Népal. Et elle est la seule et la première à avoir réussi. Donc on est de nouveau, ça va dans le bon sens, mais elles doivent déployer beaucoup d'énergie pour s'imposer. C'est beaucoup de souffrance en perspective là. Mais bon, c'est comme ça, les 8000, c'est comme ça. 2 mois d'attente pour 24 heures de souffrance et de bonheur absolu quand on atteint le sommet. Vous nous avez dit un peu plus tôt donc, que ces expéditions, elles coûtent quand même assez cher. Comment est-ce qu'on gagne sa vie comme himalayiste, du coup ? Je ne sais pas si on peut parler de gagner sa vie, mais de trouver le moyen de financer tout ça. En gros, donc moi, je donne beaucoup de conférences. Donc les conférences, en gros, si je simplifie, financent les mois où je suis ici, en Suisse, et les sponsors, les mois d'expédition. Mais c'est vrai que dans un projet comme ça, sur toutes ces années, c'est beaucoup de travail pour réunir la somme de ce budget tous les ans. À la fois, c'est volontaire. J'ai jamais voulu faire un budget sur 4-5 ans ou autre en présentant le projet, même encore aujourd'hui sur les projets à venir, parce qu'il y a tellement d'aléas sur ces montagnes que, en gros, ce que je mets sur le papier en début d'année, c'est jamais ce qui va se passer dans l'année. Donc, en fait, c'est pour éviter de vendre du vent, de vendre
de quelque chose que je ne vais pas arriver à tenir, de mettre une forme de pression. J'ai toujours été très vigilante sur cette pression potentielle qu'on peut s'infliger de par la restitution de ce qu'on s'est engagé auprès de sponsors. Donc, ça a toujours été une année après l'autre, comme ça. Et donc, l'avantage, c'est que on doit remettre le compteur à zéro tous les ans et repartir chercher. Mais je pense que je me suis très bien débrouillée parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé le financement et j'ai jamais dû renoncer à une expédition par manque de moyens. Donc, je remercie vraiment tous les sponsors qui sont encore là aujourd'hui et qui me permettent de réaliser tous ces projets. Et je vous ai entendu dire une fois, une expédition, une action. Comment est-ce que vous abordez un peu le coût environnemental de ces expéditions en Himalaya ? Est-ce que c'est pour ça que vous faites une action après chaque expédition ? Non, c'est pas. C'est que j'ai toujours voulu lier un projet solidaire aux expéditions. Plus dans l'esprit de dire que je passe beaucoup de temps dans ces pays. On va simplifier, Népal, Pakistan. Il y a beaucoup de choses à faire sur place. Et donc, c'est une façon de rendre un petit peu aux populations ce qu'elles m'apportent, en fait, et tout ce que je peux acquérir au travers de ces expéditions. Donc, passer un peu de temps sur place. Et donc, j'étais ambassadrice de Terre des Hommes, essentiellement pour le Népal, où j'ai été visiter des projets, où donc c'est ramener des images, parler de l'organisation. Je suis ambassadrice également pour la société RECO, qui est un système de détection de victimes d'avalanches. Et ça permet de faire des formations avec les Sherpas, parce qu'effectivement, ils sont très très forts. Et ils ont des capacités physiques absolument hors normes, mais la montagne sera toujours plus forte qu'eux. Et donc, c'est aussi de les sensibiliser au risque d'avalanche. On fait des cours de nivologie, donc c'est toute une façon aussi de rendre un peu de temps. Et là, avec aussi les nouveaux projets, avec ces collectes de glace, qui est une façon de rentrer dans un projet de science participative. Alors, je ne vais pas devenir glaciologue ni scientifique. Ce n'est pas votre prochaine vie. Non, ce n'est pas ma prochaine vie. Je ne vais pas retourner à l'école pour autant. Mais c'est contribuer sur toutes ces années, faut pas se voiler la face. On voit le changement climatique, on voit ces glaciers qui fondent, on voit l'impact potentiel est déjà marqué pour les populations locales. Donc, c'est une façon aussi de contribuer un tout petit peu, mais aussi d'être un petit peu un porte-parole pour sensibiliser toutes ces causes. Et les glaciers, j'y passe quand même tellement de temps et donc c'est nécessaire et important aujourd'hui de trouver des solutions pour les préserver. Là, je vais vous dire... Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on est hyper motivés. Mais on serait vachement mieux ailleurs. Oh putain, si ça fait ça toute la nuit. Psychologiquement, d'entendre de bruit de vent comme ça, c'est affreux. Et regarde la caméra, ma grande. Oh putain. Pour la dernière partie de cet épisode, on aimerait revenir un peu à vous et aux sensations que vous vivez là-haut, et puis comment le corps et l'esprit traversent ces conditions extrêmes, gèrent le risque et la peur. On commence avec le physique, donc c'est plus un scoop. Le patriarcat infuse la société, mais forge aussi son propre regard sur soi. Le corps des femmes doit être beau, mince, paraître jeune. Le vocabulaire autour de l'âge des femmes est très dévalorisant. C'est presque devenu synonyme d'insulte. Pourtant, votre parcours fait voler en éclats les arguments sexistes et agistes et montre que la puissance et l'endurance n'ont ni âge ni genre. Votre préparateur physique raconte même que vous êtes la seule femme qui l'entraîne, qui cherche à prendre du poids.
Alors, on ose une première question. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre corps et avec votre âge? Faut pas se tromper, c'est quand même les années qui passent, il faut faut les prendre en compte, notamment dans la préparation. Et c'est vrai que j'accorde de plus en plus de temps et de vigilance à la récupération. Parce qu'on parle tout le temps de l'entraînement, il faut s'entraîner, mais si on s'entraîne et qu'on n'a pas récupéré avant, on part dans du surentraînement c'est néfaste. Et, et c'est vrai que l'himalayisme a cette particularité donc d'être très très exigeant et difficile pour le corps, justement dû à l'hypoxie, euh, où on a une fonte musculaire très très importante. De nouveau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, le corps il va s'intéresser aux parties vitales et donc il va délaisser. Donc il y a une fonte musculaire énorme qu'on a après chaque expédition qui fait qu'il faut partir avec quelques kilos supplémentaires et après faire un énorme travail de renforcement musculaire. Et avec le corps et les années, effectivement, ça devient de plus en plus exigeant. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à plus vite reprendre les kilos que reprendre les muscles. Donc, il faut juste un petit peu gérer ça. Mais voilà, mais sinon, je pense que voilà, il faut, tant qu'on est en bonne santé et que ça fonctionne, il faut juste profiter, hein. Et dans cet effet de l'hypoxie sur le corps ou bien dans la gestion du froid, est-ce qu'il y a des particularités féminines ou hommes et femmes ont réagi la même chose? Alors ça faudrait demander à un médecin, je pense. Mais de façon générale, je pense que les femmes ont plus le ressenti du froid, sont plus frileuses en général, ne serait-ce que par le grammage du duvet dans les confections hommes et femmes est différent. Par exemple, pour les sacs de couchage, il y a des sacs de couchage femmes où ils mettent plus de duvet que... Donc, c'est ce genre de choses. Moi, j'ai la chance, à comparer, hein, d'autres femmes que je côtoie beaucoup, je ne suis pas frileuse. On s'entend, hein, là-haut, il fait froid quand même. Hein. Mais voilà, non, mais je pense que c'est plus une gestion de la féminité finalement. Quand on est loin comme ça et dans ces milieux hostiles, un camp de base, on est sur du rocher, de la glace, il fait peut-être, il y a un temps tempéré la journée, mais la nuit il fait froid, etc. Donc tout ça, faut vraiment accepter de mettre sa féminité de côté pendant quelques semaines. Vous avez donc un corps qui réagit plutôt bien à la haute altitude. Qu'en est-il de votre esprit? Vous avez déjà vécu là-haut des états de conscience modifiés ou bien des moments comme ça de dissociation entre votre corps et votre esprit, peut-être pour vous aider à continuer à avancer dans des moments plus difficiles d'une expédition? L'hypoxie, effectivement, fait qu'on cloisonne beaucoup le comportement. Dans les nuits d'ascension, parce qu'on part très souvent, on part toujours de nuit, hein, pour l'ascension du sommet. Donc sur les grosses montagnes avec des dénivelés on va dire en tout cas plus de 1000 mètres de dénivelé là-haut, ce qui est énorme. Donc on va partir entre 18h et 20h, grimper toute la nuit et donc pendant toute cette progression de nuit, moi j'essaye je me mets dans ce que j'appelle en mode je réfléchis pas et se concentrer simplement sur ses pieds et l'univers que donne le halo de la frontale. Donc l'hypoxie, je pense, aide à se mettre dans un état un petit peu comme ça et puis avoir certaines petites routines pour pouvoir
attendre, parce que même si on progresse, c'est toujours très très lent. Et, et c'est vrai que quand on a la chance de faire un summit push avec une pleine lune, c'est beaucoup plus agréable parce que on a le reflet, on voit on voit les montagnes, on voit l'univers. Qu'une nuit noire, c'est vraiment c'est pénible. Mais alors on est là, on guette, il faut guetter tout le temps les petites lueurs, des premières lueurs du jour et, et en général, comme la météo qu'on choisit pour cette journée d'un summit push doit être au mieux, ça permet de se dire qu'il y a le soleil qui va arriver. C'est pas pour autant qu'on va avoir chaud, mais ça donne de l'énergie. Donc on l'a bien compris, hein, à travers cet entretien, il y a à la fois une part physique et une part mentale dans le succès de ces expéditions. Mais vous-même, vous dites que plus on monte, plus la part du mental augmente. Pourtant, vous évoquez avoir ni psy du sport, ni préparateur ou préparatrice mentale. Où est-ce que vous trouvez cette force et cette résistance ? Je sais pas, mais il y a une chose qui est essentielle et que je dis toujours, c'est l'expérience. Je pense que l'expérience, c'est vraiment la meilleure préparation. Et c'est pour ça que quand les gens me contactent, ils me disent « Ah, j'ai le rêve de faire l'Everest, je fais comment ?» Je dis d'abord, tu vas aller grimper le Salève et puis après, on en reparle. Et je pense que cette progression dans l'altitude permet de comprendre ce que c'est que l'univers de l'hypoxie et l'univers de la très très haute altitude, qui est vraiment une niche et qui est vraiment un monde à part dans les grandes familles des sports de montagne. De nouveau, je disais qu'on grimpe un Mont Blanc en 2 jours. Être planté pendant des semaines sur une même montagne, ça n'a juste rien à voir. Et le fait par exemple, pour un 7000, il faut 3 semaines. Donc déjà, aller passer comme ça, faire une expédition sur un sommet plus bas va déjà donner une approche, et sachant que c'est exponentiel. Donc plus on monte en altitude et plus les difficultés de gestion de tout se compliquent. Donc l'expérience, à mon avis, c'est le meilleur allié, et pour la préparation aussi, bien sûr. Dans la part du mental, il y a évidemment aussi la gestion du risque et puis la gestion de la peur, voire la peur de mourir. Est-ce que vous, c'est une peur que vous avez ou au contraire, on doit la mettre de côté pour avancer? Et puis aussi, comment ceux et celles qui tiennent à vous et qui restent en bas gèrent tout ça? Alors, il y a une chose qui est intéressante que j'ai constatée finalement avec la fin donc de ce grand projet des 14-8000 qui m'a quand même occupé 11 ans. Donc 11 années, c'est comme si un peu on rentre dans les ordres. Hein. On est vraiment, j'étais tout le temps dans cette dynamique de préparation de l'objectif suivant, de l'expédition d'après, en 2023, donc quand j'ai terminé avec François Damilano, donc on a eu ce projet de film et de livre, mais surtout sur le livre qui est aujourd'hui, qui s'appelle Les 14-8000 de Sophie Lavaux, tout simplement. J'ai eu à travailler sur l'iconographie du film parce que les illustrations étaient tirées de toutes les images que j'ai faites toutes ces années, et c'est vraiment là où il y a une forme de chose qui a été flagrante, c'est de constater au travers de toutes ces photos, de toutes les personnes qui ont disparu, qui sont mortes en montagne tout au long de ces années, en repartant des premières expéditions de 2012. Et en balayant toutes ces photos, j'ai été assez effarée de reprendre conscience, en fait, de toutes les personnes qui n'étaient plus là et qui avaient disparu. Et donc, je pense que tant que j'étais dans cette dynamique donc du projet,
la mort, c'est un truc que tu mets un petit peu quand même au fond de ta tête, là, et puis pour éviter que ça vienne t'encombrer un peu trop, et qui refait surface vraiment à la fin, une fois que j'avais réussi. Et dans le film, d'ailleurs, à un moment, je dis « Heureusement qu'il n'y en a que 14, parce que s'il y en avait plus, je continuerais. » Et le fait d'avoir survécu à tout ça, il y a quand même... alors, bien sûr, il y a la préparation, bien sûr, mais il y a quand même une petite étoile qui était là, et je pense qu'il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Donc voilà. La nature est bien faite, il n'y en a que 14. Ouais. Merci. Merci Sophie de nous avoir aidé à nous mettre un moment dans les bottes d'une himalayiste. Pour conclure cet échange, on aimerait déjà savoir si vous aimeriez adresser un message aux jeunes femmes alpinistes, ou qui démarrent en tout cas dans l'alpinisme, qui nous écoutent. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire ? Oser. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est très, peut-être même à la mode ou quoi, mais mais si mon parcours peut inspirer, ça aussi c'est un terme très très à la mode, mais qui a quand même sa valeur, à passer le pas, à vraiment se donner les moyens d'essayer. Et voilà, je pense que je serais contente et j'aurais fait ma part. Et puis, toujours vivre sa passion en accord, et pas forcément être en quête d'un record. Parce que justement, on est tellement formaté aujourd'hui à vouloir essayer de cocher quelque chose. D'abord, le faire avec ses tripes, avec son envie, avec ce qu'on ressent. Et puis, si ça débouche sur quelque chose, tant mieux. C'est quoi vos projets pour 2026 alors ? Oh, la liste est longue, toujours. Non, 2026, je vais me consacrer de nouveau à ce projet qui s'appelle Glacier Biodiversity Challenge, qui est donc cette collecte d'échantillons de glace en haute altitude. Parce que l'idée, c'est vraiment de garder ma casquette d'alpiniste pour aller récolter des échantillons qui sont moins accessibles pour les scientifiques, et d'établir donc une première banque de données d'ADN environnemental. On est donc dans la biodiversité parce que... et je l'ai découvert aussi en faisant les premières récoltes là, à la fois au Pérou et sur l'Annapurna 4, que la glace détient vraiment des choses étonnantes de microbes, de champignons, de plein de choses. Donc c'est rigolo, quoi. Et donc on a déterminé des glaciers pour aller récolter ces échantillons. Et là encore, à la fin de l'année, là, juste à la fin de ce mois, là, je vais aller grimper le mont Kenya, que j'ai déjà fait, mais là, je vais aller sur la face sud, parce qu'il reste encore un petit glacier au sommet du mont Kenya. Et il ne faut pas se tromper, sur certains glaciers, on est quand même un petit peu dans la science de la dernière chance. Et l'idée, c'est de collecter avant que les glaciers disparaissent. Merci. Et pour terminer, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à la petite Sophie, celle qui faisait de la danse ? Oh elle a bien rebondi. Elle a troqué les chaussons de pointe pour les crampons, et elle a eu une belle vie, et merci la vie. En 1935, le prix Nobel de médecine Alexis Carrel a la formule qui tue: le testicule engendre l'audace. Aucun doute que votre parcours, Sophie, montre que finalement, point besoin d'en avoir pour oser. Merci infiniment pour ces partages, suspendus entre ciel et terre, et pour votre approche
empli d'humilité et de respect pour la pratique de la montagne. À travers votre parcours, on comprend que l'exploit n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais de savoir quand renoncer pour redescendre vivante. Vous nous rappelez aussi que la montagne, comme la vie, se vit et se gravit à plusieurs, que c'est une aventure collective. Si cet épisode vous a touché, inspiré, questionné, soutenez-nous en devenant membre de notre association ou en partageant l'épisode autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres qui bousculent les genres. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Le féminisme, c'est pas un truc de fille. On remercie le studio Cornland aujourd'hui pour leur chaleureux accueil, Julien V du studio K de Kumquat et ainsi que le groupe Traf pour leur son maudite. En attendant, on vous souhaite que 2026 vous permette d'atteindre vos propres sommets. Prenez de la hauteur et surtout prenez soin de vous. Merci. Merci. Namasté, comme on dit au Namasté. Népal. Namasté. C'est magique. Incroyable.